Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. On va parler de ce que les patrons peuvent faire pour leur pays avec vous qui représentez les entreprises engagées. Vous publiez d'ailleurs Gouverner autrement, plaidoyer pour un exercice adulte du pouvoir aux éditions de l'Aube. Vous nous direz ce que vous attendez de ceux qui nous dirigent, des débats sur le budget aussi. Mais d'abord, hier avait lieu le lancement de la conférence Travail et retraite après l'échec du conclave. L'idée c'était d'entamer un nouveau travail, mais patatras, le MEDEF a annoncé qu'il lâchait le gouvernement en race campagne, le MEDEF qui ne participera pas. En tant que patron, est-ce que vous trouvez ça responsable comme comportement ? Bah écoutez, à titre personnel, d'ailleurs sur ce plateau, il y a tout juste un an, j'appelais précisément à l'organisation d'une conférence sur le travail, en précisant d'ailleurs à l'époque que je pense qu'il était utile de parler aussi des questions de qualité au travail. On en parle en fait très rarement. On est sur des sujets quantitatifs. On parle très peu du sens au travail, de l'équilibre, vie pro, vie personnelle. Ce sont des sujets importants. Donc vous Aujourd'hui, déplorez ce départ du MEDEF ? aujourd'hui, enfin, on voit bien la nécessité absolue de trouver des compromis sur des sujets importants. Évidemment, le système de retraite, ça veut dire aussi l'emploi des seniors, parce que c'est extrêmement lié. Hein. On sait qu'il n'y a que 40% des plus de 60 ans qui ont un emploi dans d'autres pays. Donc oui, c'est absolument important de discuter, de trouver des compromis. Et donc, pour répondre très clairement à votre question, je trouve que c'est une erreur de claquer la porte, de ne pas aller à cette conférence. Et je ne trouve pas ça non très responsable. C'est pas très responsable de la part du patron du MEDEF. Vous comprenez pourquoi il fait ça ? Ça ressemble à une mesure de rétorsion dans un contexte où il dit qu'il n'aime pas, il s'inquiète de la tournure que prennent les débats sur le budget à l'Assemblée. De nombreux impôts nouveaux ont été votés. Moi, je l'ai entendu dire deux choses que je partage complètement. La première, c'est le coût de l'absence de décision, notamment sur le budget, pour l'économie et pour les entreprises, est considérable. Il le chiffrait d'ailleurs à 9 milliards d'euros, peu importe le chiffre. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai entendu souvent dénoncer le blocage politique, l'incapacité des partis politiques à trouver des compromis, etc. Vous êtes le patron qui dit Et donc, travaillons ensemble quand d'autres jouent plutôt la chaise ne tirent vide. pas les conséquences et qu'ils ne viennent pas à cette conférence Je sociale. vais vous demander si vous Pardon. êtes le patron qui dit travaillons ensemble quand d'autres, comme le patron du MEDEF, jouent plutôt la chaise vide, c'est ça? Une différence de Ah, je fond dis sur la complètement, stratégie. travaillons ensemble, discutons, essayons d'élaborer. La démocratie, c'est d'abord la délibération, c'est d'abord la construction de solutions en commun. Ça n'est pas la radicalité et ça n'est pas rester figé sur ses positions sans vouloir bouger d'un iota. Et quand vous le dites au patron du MEDEF, il vous répond quoi? Parce que j'imagine que vous vous parlez. Alors on se parle, vous aurez compris qu'on n'est pas tout à fait Sur la sur ligne. ces sujets-là complètement alignés et on se le dit très très clairement. Est-ce qu'il y a deux patronats ? D'un côté, un patronat un peu conservateur et de l'autre, les patrons comme vous, plus engagés. Alors, je vous laisse le choix des qualificatifs, mais effectivement, Impact France est un mouvement patronal progressiste, on va dire, hein, et qui regroupe en effet des entreprises qui ont une claire conscience de leur responsabilité sur la société en général, de leur responsabilité sur l'environnement, et qui entendent assumer dans leur business, évidemment, hein, assumer cette responsabilité, bien Et sûr. vous vous sentez représenté par le MEDEF aujourd'hui ? Je crois à la nécessité d'une diversité de la représentation des entreprises C'est une dans le façon pays, très polie comme il y a de une dire non. diversité de représentation des salariés. C'est une façon très polie de dire non. C'est ma manière de répondre en tout cas. Mais oui, je crois vraiment, sincèrement, à cette nécessité d'une diversité de la Chacun sera représentation juge patronale. de vos propos. Juste pour revenir sur les propos de Patrick Martin, il dit, avant de parler de la qualité de vie au travail, ce qui est l'un des objets de cette nouvelle conférence Travail et retraite, je voudrais bien s'assurer qu'on va pouvoir continuer à travailler. Parce qu'il regarde ce qui se passe à l'Assemblée et il constate que d'un côté, il y a plusieurs impôts nouveaux pour les entreprises, entre autres le resserrement du pacte du trade, la surtaxe sur les bénéfices des entreprises prolongées, les holdings taxés, et de l'autre, il observe aussi que les députés ont retoqué bon nombre d'économies prévues par le gouvernement sur le budget de la sécurité sociale pour combler le déficit. Est-ce que vous aussi, cela vous inquiète ? Est-ce que vous trouvez ça responsable de la part de nos élus ?
Il y a vraiment deux sujets distincts pour moi. Il y a effectivement d'un côté la nécessité absolue pour réduire les déficits, que ce soit celui de la sécurité sociale. On a appris qu'il était quand même de 23 milliards, qu'il sera de 23 milliards en 2025. Ou du budget de l'État, il y a la nécessité effectivement de réduire, comme on dit généralement, le train de vie de l'État et de réformer de manière structurelle les services publics. On sait qu'il y a évidemment un travail considérable à faire, que ce soit à l'école, que ce soit pour la santé, etc. Ça, oui, je l'entends, et il faut. Le débat aujourd'hui est très focalisé sur les recettes, pas du tout sur cette partie dépenses. En revanche, du côté des recettes, pour moi, Toutes les taxes votées, ça vous dérange pour pas, moi, le premier impératif est quand même aujourd'hui dans la situation politique et sociale dans laquelle on est, c'est la justice sociale. Chacun doit contribuer à l'effort de manière juste et proportionnée à ses moyens. Un des risques importants aujourd'hui, c'est quand même celui lié à une forme de colère sociale que l'on Justement, entend s'exprimer et qui n'est pas complètement illégitime d'ailleurs, loin de là. justement, monsieur le directeur général de la Et MEF, donc justement, excusez-moi, j'ai chacun une question là-dessus. doit faire un effort et donner des signes. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit très tôt que j'étais favorable effectivement à la prolongation, puisque vous en parlez, de l'impôt exceptionnel, Oui. de l'augmentation exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés, payé par les grandes entreprises. Il faut préserver les PME et les TPE, mais payé par les très grandes entreprises qui, par hypothèse, sont bénéficiaires, puisqu'on parle de l'impôt sur les sociétés. J'essayais donc de vous dire Pardon. que justement, vous m'offrez une transition toute trouvée parce que le débat, l'opinion publique est extrêmement sensible à la question du partage des richesses. On va pas revenir sur taxe Zuckman, alléger tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites ce matin, en tant que patron, je le rappelle, directeur général de la Maïf, vous dites, je peux faire plus. Et les entreprises doivent aussi faire plus. Les entreprises qui le peuvent, et je parle plutôt des grandes entreprises, doivent effectivement faire leur part et contribuer de manière juste. Les efforts ne peuvent pas reposer exclusivement sur les classes moyennes, ça n'est pas possible. Est-ce que vous lancez Et on un parle appel de à nos grandes compatriotes les plus fortunés là-dessus, à plus de solidarité? Parce que c'est un Bien discours qu'on sûr. n'entend pas trop, ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on connaît la situation alors d'un nombre extrêmement limité de personnes, mais symboliquement c'est important. On connaît la situation de dégressivité de l'impôt pour ce que l'on appelle les ultra riches. Et donc oui, évidemment, ils doivent contribuer. Certains d'entre eux l'ont dit très clairement, et on dit On très les entend pas clairement. beaucoup, ils sont plutôt oui, minoritaires. Alors, ce ne sont pas ceux qu'on entend le Exactement. plus. D'autres, et je ne vais pas citer de nom, s'y refusent et menacent même de quitter le pays si jamais on instaurait une fiscalité supplémentaire sur leur patrimoine. Franchement, je ne trouve pas très digne une réaction de cette nature. D'ailleurs, vous faites référence à ceux qui plaident pour plus d'investissement. Le fondateur de Doctolib, Stanislas Niok-Chateau, Oui. sur France Inter, déplorait que la philanthropie soit largement sous-développée en France. Vous pensez aussi que la France manque de philanthropes, de personnes qui aident les autres de façon désintéressée? Bon, c'est une manière de régler, si je puis dire, le sujet. Ceci étant, la philanthropie, ça dépend évidemment de la bonne volonté des donateurs. Il faut d'abord un système fiscal qui soit juste et pour lequel chacun contribue en fonction de ses moyens. D'abord. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui la perspective d'absence d'accord sur le budget? Oui, bien sûr que ça m'inquiète. L'incertitude est ce qu'il y a de plus mauvais pour le fonctionnement de l'économie. On a vu les agences de notation dégrader la note de la France et le faire en disant c'est à cause du manque de perspective, c'est à cause du blocage politique et de l'inquiétude que l'on a sur le vote du budget que l'on dégrade la note de la France. Donc oui, je suis inquiet par cette situation de blocage. Vous avez fait référence à mon livre Gouverner autrement, où je plaide effectivement pour ce que j'appelle un exercice adulte du pouvoir. Ça fait partie précisément de ces choses-là, c'est-à-dire un exercice du pouvoir dans lequel, oui, on doit être capable d'élaborer des compromis, on doit être capable de faire un pas vers l'autre.
Évidemment, par hypothèse, quand on fait des compromis, ça veut dire qu'on n'a pas 100% de ce que l'on souhaitait au départ. Mais il faut savoir l'accepter. Votre voix et votre expertise nous intéressent également sur le vif débat sur la taxe sur les multinationales censée, selon le gouvernement, rapporter 26 milliards d'euros. Une hérésie pour le ministre de l'économie qui prévient que c'est contraire aux conventions de la France et qu'il faudrait rembourser. D'autres, au contraire, disent que ça risque qu'il y a un risque de fuite des investisseurs. Je vais y arriver. Comment vous vous positionnez sur cette taxe sur les multinationales ? Alors, effectivement, il y a un vrai sujet de conformité à nos engagements avec plus de 150 pays. Hein. Il y a des conventions fiscales internationales. Des conventions fiscales internationales signées avec à peu près 150 pays dans le monde. Donc c'est un risque de devoir rembourser et une fuite. Là-dessus, vous êtes plutôt contre ? Il y a un vrai risque, je n'ai pas étudié très précisément le sujet, mais il y a un vrai risque que cet impôt nouveau soit contraire effectivement à ces conventions internationales. Dans un instant, Pascal Desmurger, on va parler de Chine. Est-ce qu'il faut l'interdire en France après le scandale des poupées pédopornographiques ? Quel avenir aussi pour notre système de retraite au moment où le gouvernement essaye de trouver des compromis avec vous, donc patron engagé. Mais d'abord, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Sans soutien, il n'aurait pas pu tenir, affirme ce matin l'ambassadeur de France en Iran. Ce message est celui de Cécile Colère et Jacques Paris, le couple de Français détenus depuis 3 ans et demi en Iran. Ils sont en ce moment à l'ambassade de France en Iran. L'ambassadeur affirme qu'ils peuvent être en France d'ici quelques jours, peut-être un petit peu plus. Le réseau TikTok fait-il la promotion du suicide ? Une enquête préliminaire est ouverte en France contre la plateforme chinoise. La justice s'intéresse aux effets psychologiques de TikTok, notamment sur les plus jeunes. L'algorithme est accusé de favoriser la diffusion de vidéos faisant la promotion de l'anorexie et de l'automutilation. Le réseau social dément ces accusations. Pour Zoran Mamdani, sa victoire à New York montre la voie pour vaincre Donald Trump. Cet opposant au président américain vient d'être élu maire de la plus grande ville des États-Unis. Zoran Mamdani se qualifie de socialiste. Il promet des crèches, des bus gratuits et des loyers aussi plus abordables. Les tickets en carton aux oubliettes. Il n'est plus possible d'acheter des tickets de métro, de bus, de RER en région parisienne. Si vous en avez encore en réserve, ils sont encore utilisables en 2026. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Pascal Desmurger, directeur général de la Maïf et coprésident d'Impact France. On parle avec vous de Chine alors qu'on apprend aujourd'hui que Agnès B a décidé de quitter le BHV. Le BHV qui est actuellement sous protection policière. Énorme débat. La boutique Chine, donc aujourd'hui, ce qui est présenté comme une première mondiale. Vous avez porté la loi anti-fast fashion. Est-ce qu'il faut tout simplement interdire Chine pour vous, monsieur Desmurger ? Alors effectivement, Impact France a été vraiment en première ligne sur l'élaboration, la proposition, puis le soutien de la loi anti-fast fashion. On voit bien aujourd'hui que, alors, en n'oubliant pas l'épisode quand même absolument épouvantable des poupées pédophiles que l'on a découvert ce week-end, mais même au-delà. Moi, j'ai vu des études à la fois du FC Que Choisir, mais il y avait également des déclarations de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, il y a quelques mois, qui disait que sur la plateforme Chine, à peu près 70% des articles qui sont proposés sont tout simplement dangereux pour des raisons sanitaires, et que 94% de ces articles ne répondaient pas aux normes européennes ou françaises. Mais c'est hallucinant ce que vous dites. Est-ce que ça signifie qu'il faut interdire Chine en France ? Mais alors, ça signifie, pour moi, le sujet, il est extrêmement simple et extrêmement clair. À partir du moment où un produit ne répond pas aux normes, aux exigences européennes ou françaises qui s'imposent aux producteurs de notre pays. À partir du moment où un produit ne répond pas à ces normes, évidemment, il doit être interdit. On ne va pas accepter d'importer des produits qui sont en concurrence avec des produits fabriqués en France, alors que sur les produits français, on impose des normes sanitaires, écologiques, etc., qui seraient supérieures. Ça n'a aucun sens. Il y a un moment où il faut aussi que nous protégions nos marchés. Donc vous faites un appel solennel au gouvernement à interdire Chine ce matin sur France Info ? Je dis en tout cas interdire les produits qui ne répondent pas
aux normes, notamment sanitaires françaises. Et qu'est-ce que vous répondez aux Français qui utilisent massivement et Chine et Temu et qui disent juste Bien ok, sûr. Chine c'est pas cher donc je l'utilise, parce que c'est un phénomène de société aussi. Bien sûr, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène que je comprends complètement. Il y a, on le sait bien, hein, des tensions sur le pouvoir d'achat, et donc effectivement, des ménages qui ont tout simplement du mal, pardon pour l'expression, mais à joindre les deux bouts. Vous pouvez l'utiliser, ça ne choque pas. Hein. Je comprends parfaitement qu'ils consomment des produits proposés par ce genre de plateforme. Simplement, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que le low cost, bien sûr, le low cost, c'est peut-être du pouvoir d'achat supplémentaire à court terme, mais le low cost, c'est le chômage. Plus de 300 000 destructions d'emplois dans la filière textile en une dizaine d'années. Lorsque le siège social de mon entreprise est à Niort, petite ville moyenne, la Maïf. Lorsque je suis dans les rues de Niort, que je vois ces magasins fermés, que je vois ces enseignes qui ont été liquidées, oui, on voit la destruction d'emplois et le mal social, donc tout simplement. Le BHV fait entrer le loup dans la bergerie en entrée Chine. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Le BHV fait entrer le loup dans la bergerie, absolument. Pascal Demurger, on parlait tout à l'heure de la conférence sociale travail et retraite boycottée par le MEDEF. Elle est censée aboutir à des compromis, à des solutions qui seront sans doute au cœur de la présidentielle de 2027, notamment sur notre système de retraite. Écoutez, Philippe Aghion, prix Nobel de l'économie, il était à votre place sur France Info lundi. En France, l'histoire de l'âge minimum, ça marche pas, ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Peut-être ça bloque les Français. Ça bloque les Français, voilà. Ils n'aiment pas. Vous avez bien vu l'âge pivot, ça avait bloqué. Et voilà, c'est comme ça passe pas. Mais l'âge pivot, c'était dans le cadre d'un système à points. Parce que est-ce que vous pouvez faire un système à points sans âge minimum, sans âge pivot. Philippe Aghion, est-ce qu'il faudra travailler plus? C'est l'âge pivot qui a tout fait capoter. Sans âge pivot, ça passait. Alors c'est quoi le système idéal pour vous, pour le patron que vous êtes? Est-ce que vous êtes comme Philippe Aghion, les Français sont allergiques à toute référence à l'âge? Alors d'abord, pour moi, le système idéal, ce sera un système négocié avec les partenaires sociaux et accepté assez largement par les Français. Et à titre personnel, je pense effectivement qu'un système à points, ce qui était d'ailleurs à l'origine, en 2017, le projet du président de la République, je pense qu'un système à points évite d'avoir ce totem de l'âge, permet d'égaliser les situations pour l'ensemble des salariés, en intégrant évidemment des indices de pénibilité en fonction de la difficulté du travail qui a été exercé. Mais je crois effectivement que c'est une solution. Cette histoire de retraite... Pardon de me référer de nouveau au livre que vous avez présenté tout à l'heure. Bien sûr, gouverner autrement, plaidoyer pour un exercice adulte du pouvoir. Exactement. Et c'est exactement la démonstration de l'inefficacité de l'ultra-verticalité. Lorsque vous prenez des décisions, vous faites passer des décisions de manière autoritaire. En l'occurrence, à coup de 49-3, on se souvient. Sauf que là, ils ont tenté de faire un conclave. Est-ce que le péché originel, c'est pas aussi l'échec du conclave? Ils ont tenté de négocier. Le péché originel, c'est d'être passé en force sur la réforme des retraites. Alors qu'il y avait une voie de négociation, notamment, on le sait, avec la CFDT. Ensuite, il y a eu le conclave pour essayer de réparer les morceaux, si je puis dire. Et l'échec du conclave dans les conditions que l'on sait. Mais alors dû que, au franchement... comportement des patrons, Pascal Demurger, est-ce que les patrons n'auraient pas mieux fait d'accepter le deal sur la pénibilité avec la CFDT? Vous déplorez cette attitude du patronat à ce moment-là? Moi, je regrette que, effectivement, un accord n'ait pas été trouvé à ce moment-là. Tout le monde aurait été bénéficiaire, la France d'abord, les Français et les entreprises aussi, parce que on est reparti pour un tour avec l'incertitude que je dénonçais. Donc oui, j'aurais largement préféré qu'il y ait un accord au moment du conclave. Mais pourquoi notre patron vous écoute pas alors? Pourquoi vous êtes minoritaire sur cette position? Il y a des sensibilités différentes au sein du patronat. Il y a énormément, pour être tout à fait honnête, de dirigeants d'entreprises que je rencontre. Il y a 30 000 entreprises adhérentes à Impact France. Je vois très régulièrement énormément de dirigeants d'entreprises qui, membres du MEDEF ou pas d'ailleurs, me disent « oui, en effet, il faut que, sur un plan tactique tout simplement, on sache tendre la main, discuter et être plus ouvert. »
Pascal Demurger, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a confirmé hier sur France Inter que le gouvernement prévoyait dans le budget 2026 de ne plus verser la prime de Noël aux foyers bénéficiaires du RSA sans enfants. Écoutez, il était sur France Inter hier. Ce qui doit être compris déjà, c'est l'état des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on est amené à faire des propositions qui peuvent sembler parfois un peu agressives pour les Français. L'État français a été très généreux et tant mieux. Je pense que maintenant il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Vous êtes coprésident d'Impact France aussi, donc un mouvement qui représente les entreprises engagées. Des entreprises qui plaident pour une économie plus responsable, plus sociale. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix du gouvernement de raboter cette prime pour les bénéficiaires du RSA ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Farandou, qui a fait un travail remarquable à la tête de la SNCF, qui a la confiance des organisations syndicales. C'est un homme de dialogue, un homme d'ouverture. En revanche, sur cette décision-là, je ne le suis pas. Vous l'avez dit, ce sont les bénéficiaires du RSA principalement qui 150 € en moins pour une personne seule, 228 € de moins pour un couple sans enfant. Exactement, et donc les personnes qui ont les revenus les plus faibles. Je parlais tout à l'heure de la nécessité absolue d'avoir de la justice sociale dans le projet de budget, mais aussi pour le financement de la sécurité sociale. On est dans un cas typique où clairement c'est une forme d'injustice. Comme tous les jours, Pascal Demurger, c'est le moment de la question qui, aujourd'hui, la question qui murmure à l'oreille des patrons. Je voudrais d'abord qu'on écoute Jordan Bardella. Il était invité d'un débat organisé par le mouvement patronal éthique en pleine campagne des européennes l'année dernière. On m'a fait comprendre que dans cette campagne, il fallait que je rassure les milieux économiques. Je veux soigner la France de cette maladie des taxes. Donc non à un nouvel impôt, français comme européen. Voilà, Jordan Bardella a donc tout fait pour rassurer les patrons et se présente désormais comme votre grand allié, même si c'est moins clair dans les votes du parti à l'Assemblée. Est-ce que vous entendez une petite musique douce autour du RN chez vous, les patrons ? Alors en tout cas, il y a clairement, et depuis déjà assez longtemps en réalité, une tentative du RN de séduire le patronat français. Et on a vu un certain nombre de dirigeants, pas si nombreux que ça en réalité. Pas si nombreux que ça. Non, mais au MEDEF, ça s'est quand même très, très bien passé pour lui. Comment ? Au MEDEF, ça s'est quand même très bien passé pour Jordan Bardella. Il a été Alors c'est vrai qu'à la rêve du MEDEF, les choses se sont plutôt bien passées pour lui. Et manifestement, il avait bien appris sa leçon et savait ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Il vous séduit, vous, Jordan Bardella ? Alors, le RN ne me séduit pas du tout, et il ne me séduit pas du tout pour au moins 3 raisons. D'abord, fondamentalement, il y a un sujet de valeur. Moi, je suis un homme qui défend tout simplement la fraternité, la tolérance, l'inclusion, l'ouverture. Et le RN, c'est l'opposé total de ces valeurs-là. Mais vous disiez, on a vu des patrons. Il ne me séduit pas, également parce qu'il y a tout simplement un sujet d'inefficacité, d'incompréhension de son programme et notamment économique. Vous le disiez, il y a une contradiction forte entre les propos là que l'on entend de Jordan Bardella et les votes du RN à l'Assemblée. Vous parleriez d'amateurisme, vous aussi, comme le prix Nobel d'économie Philippe Aghion ? Je pense que sur les sujets économiques, il y a une forme d'amateurisme, oui. Oui, j'en suis assez convaincu. Et par ailleurs, le RN est quand même énormément dans la promotion, j'allais dire, de récits négatifs sur une France qui serait une France ingouvernable, sur une France qui serait en voie de décivilisation. Qui serait en voie d'ensauvagement. C'est quand même une thématique du RN. Je crois d'abord, ça ne répond pas à la réalité ou à la totalité de la réalité en France. Et puis surtout, les récits sont performatifs, ils sont autoréalisateurs. Je ne crois pas qu'on puisse construire quelque chose de positif sur la base de récits aussi sombres. Je vous ai coupé tout à l'heure, mes excuses. Vous disiez, on a vu des patrons qui ? Oui. C'est Jordan Bardella, qui quoi ? Les patrons qui étaient tentés, qui était sensible au discours ? Alors il y a, et encore une fois, c'est vraiment une infime minorité, mais oui, on a tous en tête des exemples de patrons qui effectivement acceptent d'aller voir le RN, de discuter avec lui et qui sont peut-être tentés par une bascule. J'imagine que dans le monde du patronat, comme dans l'ensemble de la population, il y a évidemment un pourcentage, hélas croissant,
de personnes qui sont sensibles au test du RN. Merci beaucoup Pascal Demurger d'avoir répondu aux questions de France Info. Je rappelle votre livre Gouverner autrement aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Paul. Merci, on se retrouve Agathe. demain. Vous restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Dely.